Merci Emmanuel, merci à toutes et tous, merci aux organisateurs de cette journée. Donc, effectivement, me revient la tâche d'introduire en quelque sorte aussi les échanges que nous allons avoir pendant plusieurs semaines. Et on commence par le plus simple, c'est-à-dire de définir ce qu'est la fin de vie quand on est âgé. Euh, et en réalité, ce n'est pas simple, évidemment, parce que si le terme de fin de vie apparaît presque évident lorsqu'on parle de personnes âgées, puisque la fin de la vie caractérise l'âge, le grand âge, je voudrais vous montrer d'une part qu'il n'est pas si facile que cela de définir précisément la fin de vie. D'ailleurs, je m'interroge sur la nécessité de vouloir définir ou normer en quelque sorte les choses. Ça m'apparaît comme étant dangereux même de vouloir enfermer la fin de vie, qui n'est pas une norme, mais plutôt un processus, un phénomène individuel et collectif, bien entendu. Et puis, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il existe des fins de vie, des façons de finir son existence lorsqu'on est âgé. Et je vais retenir trois archétypes ou trois figures de la fin de la vie de la personne âgée qui sont autant, me semble-t-il, d'incitation, quand on y réfléchit, à investir la recherche, parce que ces trois figures comportent, à mon avis, de véritables nécessités de réflexion, sont des zones d'ombre, en quelque sorte, à certains endroits. Je voudrais vous parler de la figure du classique du vieillard qui s'éteint comme une bougie qui s'arrête d'éclairer. J'y viendrai parce que cette fin de vie, d'une part, on a tendance à l'oublier, mais d'autre part, elle fait problème dans notre société et j'y viendrai. La deuxième figure de la fin de vie que je voudrais évoquer avec vous, elle est plus contemporaine, celle-ci, et elle renvoie plus à la question de la médicalisation de la fin de la vie. C'est celle qui, dans le champ de la médecine, a contribué à créer une discipline médicale qui est la gériatrie, c'est-à-dire des personnes qui sont atteintes du fait ou avec leur âge de polymaladies. J'y viendrai tout à l'heure. Puis, la troisième figure que je voudrais évoquer avec vous, et à mon avis, celle-ci renvoie plus à la nécessité d'investir au plan de la recherche, le plan systémique, environnemental, c'est la question de la fin de la vie de la personne âgée qui présente des troubles cognitifs sévères. J'y viendrai pour dire que c'est, de mon point de vue, en tout cas, une forme d'impensé collectif et qu'il s'agirait, de mon point de vue, de réfléchir à l'accompagnement de ces fins de vie qui, à ce jour, toujours de mon point de vue, n'est absolument pas satisfaisant. Donc, première figure que je vais décrire peut-être un peu plus rapidement que les deux qui suivront, c'est celle du vieillard, comme je vous le disais, qui finit sa vie ou son existence comme une bougie qui s'éteint. Alors, d'une part, je pense qu'il est important d'en parler parce que la médiatisation des questions de fin de vie ne fait jamais état de cela. Et c'est important de se rappeler que peut-être que la majorité des gens s'éteignent comme cela, finissent leur existence comme je viens de vous le dire, assez tranquillement. Comme le disait Henri Troyat, la mort saisit le vif. Voilà, on ne se réveille pas. C'est important de le savoir parce qu'il y a une telle évolution, une telle évocation dans les médias de mort ou de fin de vie qui sont, je vais dire, presque apocalyptiques, en tout cas, qui font discuter, qui font débattre, qui font argumenter, qui renvoient beaucoup à des oppositions de convictions autour du droit, par exemple, que l'on en oublie parfois. Ceux qui meurent sans rien dire à personne, qui ne posent pas de questions dans le champ de la médecine, mais, et c'est là que je pense qu'il faut aussi s'y intéresser, ces personnes qui, dans notre société contemporaine, pour un certain nombre d'entre elles, s'interrogent pour savoir ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent dans une société qui a tendance
à valoriser non pas le vieillard, mais plutôt la jeunesse, la performance, l'efficacité, la rentabilité. Autrement dit, en tout point, l'inverse de ce que vieillir veut dire. Euh, Nous en faisions le constat dans un avis assez récent du Comité consultatif national d'éthique. Un certain nombre de ces personnes qui pourtant ne posent pas de problèmes médicaux ou sociaux particuliers finissent par éprouver ce que l'on qualifie parfois de sentiment d'indignité, s'interrogeant sur leur utilité dans une société qui est assez utilitariste, s'interrogeant pour, si je reprends des propos d'enquête que nous avons pu mener, interrogeant le poids qu'elle représente pour la société, pour leurs proches, etc. Cette figure de la fin de vie, qui est, à mon avis, la figure, heureusement, encore actuellement la plus importante quantitativement, impose que nous interrogions, et la recherche peut permettre cet investissement, que nous interrogions le rapport de notre société contemporaine à la question de la fin de vie et du vieillissement. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une société démocratique comme celle dans laquelle nous sommes sonore ou sonorerait, je ne sais pas à quel temps il faut le décliner, si elle voulait bien considérer qu'une personne âgée, à la fin de sa vie, est une richesse et n'est pas un problème. Euh, J'entends, il y a une petite musique en ce moment là, dans la période assez surréaliste que nous traversons, celle d'une pandémie inédite, impensée. Il y a une petite musique que j'entends qui m'inquiète un peu, qui consiste à penser que les personnes âgées sont quand même un problème dans notre société. Donc vous voyez, c'est un appel à interroger ce qui fait problème et qui n'est pas, de mon point de vue, problème, et qu'il faudrait investir probablement dans des recherches. Alors, je reprends ce que disait Emmanuel, l'intérêt de notre rapprochement entre la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie et l'Institut de la longévité et du vieillissement, c'est effectivement l'intérêt que nous avons sur la fin de la vie, le vieillissement, mais aussi sur la recherche interdisciplinaire, interprofessionnelle. Croiser des regards sur un même sujet m'apparaît très important pour appréhender des questions comme celles que j'évoque ici. La deuxième figure que je veux évoquer devant vous est de la fin de la vie de la personne âgée, est une figure plus contemporaine qui est très corrélée aux avancées fantastiques de la médecine et aux améliorations dans le domaine de la santé ces dernières décennies. Mais si les progrès, le versant progrès des avancées de la médecine amène à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à vivre sans incapacité et sans maladie, il faut bien reconnaître, et le médecin que je suis, qui dirige un pôle dans lequel est un service de gériatrie, voit bien que le corollaire de ces avancées très techniques et scientifiques de la médecine est que cela permet aussi à des personnes de vivre plus longtemps, mais avec non pas une, mais plusieurs maladies, maladies synchrones, maladies associées à une perte de l'indépendance, maladies associées à parfois une perte de l'autonomie de décision, l'autonomie psychique. Cette nouvelle figure de la fin de la vie pose problème à la médecine contemporaine. Notre système de santé n'avait pas pensé le polymalade. Notre système de santé s'est construit autour des monopathologie en quelque sorte. Et voici que la personne âgée vient interroger les limites de la médecine contemporaine qui ne sait pas appréhender la polymaladie autrement que par la polymédication souvent et par la iatrogénie qui est souvent liée à tout cela. J'ajoute que la médecine moderne manque d'éthique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est rare que cette médecine interroge le sens de ce qu'elle sait pouvoir faire. Faut-il traiter au seul motif que qu'on sait le faire lorsque traiter conduit la personne âgée, malade ou polypathologique à souffrir en quelque sorte. Ne faut-il pas que nous interrogions les limites de la médicalisation de la fin de la vie chez ces personnes âgées? Ne faut-il pas que nous considérions la personne âgée comme un sujet, un citoyen capable de penser, si on l'aide, la fin de la vie, capable de penser sa propre finitude et capable d'élaborer à mesure qu'on le suit dans des processus d'accompagnement, penser les limites
qui sont, à mon avis, nécessaires à fixer lorsqu'on est confronté au pouvoir illimité de la médecine. Cette question de la médicalisation, pour moi, et des limites de la médicalisation est une question extrêmement importante. Et cette question de la gériatrie, discipline médicale, concernant les personnes âgées de plus de 75 ans polypathologiques, impose que nous revoyions le modèle d'organisation même du système de santé. Puisque pour soigner quelqu'un qui est polymalade, il faut faire très attention, avoir une approche qui n'est pas une approche tubulaire, mais une approche collective, pluriprofessionnelle, qui impose aussi d'introduire l'environnement dans la qualité de vie des personnes et d'introduire ce qui pourtant est dans la loi, mais quelque chose qui s'appelle la démocratie sanitaire et qui interpelle l'avis du principal intéressé. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire, beaucoup de recherches à développer pour que cette deuxième figure de la fin de la vie chez les personnes âgées puisse trouver sens, en quelque sorte, parce que je vois trop de personnes qui finissent leur existence dans une forme de non-sens, parfois générée par la médecine ou par la difficulté que nous avons, nous autres, les acteurs de la santé, à parler de la fin de la vie, de la finitude, voire de la mort. La troisième figure, et j'en terminerai là, je pense que je suis dans les temps, hein. Emmanuel, tu me fais des sémaphores si ça ne va pas. La troisième figure que je voulais évoquer, c'est celle de la personne âgée qui présente des troubles cognitifs sévères. Il me semble aussi que l'augmentation importante du nombre de personnes atteintes de maladies de type Alzheimer est une histoire très contemporaine, liée d'ailleurs à ce que je nommais tout à l'heure, les avancées un peu spectaculaires dans le domaine de la santé et de la médecine, une augmentation du nombre de personnes qui vivent de plus en plus longtemps. Mais je vois bien que et notre système de santé et notre société ont un problème sérieux avec ce qui pourrait être une vie ayant du sens, tout en considérant que la personne a des troubles cognitifs sévères. Regardez et voyez comme moi comment la tendance pour les personnes qui présentent des troubles cognitifs sévères, la tendance est finalement d'aboutir parfois à une forme de concentration de ces personnes dans des lieux de vie, des lieux de plus en plus fermés, et des lieux qui, au motif d'assurer la sécurité, parce que je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions derrière toutes ces évolutions, au motif d'assurer ou de renforcer la sécurité pour ces personnes, les privent de la capacité d'aller et venir de ce qui est pourtant, à mon avis, plutôt contraphobique, plutôt vital pour ces personnes, bouger, se déplacer, s'exprimer librement. Je le vois, encore une fois, particulièrement dans cette période que nous traversons. Je sors d'une réunion dite de crise où on évoquait l'embarras suscité par ce que nous appelons les déments déambulants, des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui, pour contrer l'angoisse qu'elles peuvent avoir ou pour tout simplement éprouver leur corps, éprouver l'environnement, se déplacent, vont d'une chambre à l'autre et ont tendance à contaminer leur environnement dans ce contexte-là. Vous voyez bien que ni notre système de santé, ni notre espace de vie n'a été pensé pour ces personnes. Et je crois qu'on est là dans la figure la plus incarnée de la vulnérabilité d'une personne. Si on ne s'en occupe pas, elles meurent, ces personnes. Et s'en occuper ne signifie pas les contraindre. Et paradoxalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au motif de s'occuper de ces personnes, elles finissent par être contraintes. J'ai vu, je vois, nous en avons parlé, je crois, récemment avec Jean-Marie Robin, combien, au motif du respect des mesures de confinement, ces personnes qui ne comprenaient pas, par définition, les mesures de confinement, se sont vues non pas confinées, mais contraintes, et parfois contraintes à un point où la contrainte générant des troubles du comportement, eh bien, elles étaient contentionnées. Il y a quelque chose d'un non-sens à aboutir à ce type de vie qui est une non-vie. Donc, vous imaginez toute la recherche qui est nécessaire pour aller dans le respect de ces personnes, qui sont des personnes.
qui sont des personnes qui ont besoin d'espace de déambulation, qui ont besoin d'une approche plutôt sensorielle, émotionnelle pour trouver un sens. Je pense à des expériences architecturales, organisationnelles, sociétales qui existent comme à Dax, par exemple, et les villages Alzheimer, mais c'est juste un exemple. Je pense que nous avons besoin, puisque nous contribuons à générer des situations aussi complexes que celles-ci, d'accompagner ces situations que nous contribuons à générer. Il y a un besoin important, de mon point de vue, de respecter quelque chose qui pourrait être apparenté une liberté ultime d'aller et venir de ces personnes ayant perdu leur capacité, tout ou partie de leur capacité cognitive. Vous voyez, finalement, ces trois figures, alors probablement mon propos est très excessivement caricatural, mais ces trois figures qui nécessitent pour la première une approche plutôt sociale et politique, la seconde une approche plutôt médicale, une interrogation de la médecine sur ce qu'elle est ou ses limites, et puis la dernière une approche plutôt systémique, en quoi l'environnement peut être source de sens pour ces personnes. Vous imaginez bien que, en miroir de ces questions que nous savons poser lorsque nous travaillons dans le champ de l'éthique, quand on fait de l'éthique, on sait poser des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Mais la recherche est probablement une porte ouverte vers une amélioration de ces situations concernant des personnes vulnérables pour qu'elles puissent retrouver du sens et que notre société, via les travaux de recherche qui pourraient contribuer à le montrer, reconsidère la personne âgée comme une richesse, comme une source de sens, une source de questionnement existentiel sur qu'est-ce que c'est que vivre. Eh bien, vivre, c'est naître, grandir, vieillir et mourir. Et finalement, c'est toute la question du sens de la vie qui est posée par l'interrogation sur la fin de la vie de la personne âgée. Voilà mon propos introductif, Emmanuel. J'espère avoir été clair et je suis prêt à répondre enfin, je dis répondre à des questions. Je ne sais même pas si je suis capable de répondre aux questions qu'on posera. Tout au moins partager les interrogations, alors plutôt. Merci beaucoup, oui. Régis, pour cet exposé très clair et qui met en lumière, si je peux reprendre l'expression de la bougie, l'hétérogénéité des fins de vie et le besoin d'éclairer, là encore, désolé pour les mauvais jeux de mots, mais d'éclairer ce champ de recherche qu'on connaît, enfin ce champ de la vie plutôt, qu'on connaît très très mal en dépit des débats qui ont lieu et de l'animation qu'il y a autour des questions, notamment éthiques. Mais il est vrai qu'une de nos séances s'appelle « Penser l'impensé » et il est vrai qu'on en est encore là, malgré les débats qui ont eu cours. Il est prévu de pouvoir débattre justement et adresser des questions via le chat et relayé par Élodie. Donc, on va voir s'il y a d'ores et déjà des questions ou... Alors, il y a des questions qui ont trouvé réponse, c'est-à-dire que les gens ont répondu à certaines questions en direct. Il y a quelques commentaires que je vous soumets. Un premier commentaire que je vous lis. Il faut accompagner les personnes bougies, entre guillemets, pour suivre la métaphore, à conserver leur volonté, à demeurer présents, connus et reconnus responsables de leurs choix de mode et de conditions de vie. Merci. On reste sur cette question de la responsabilité et de l'autonomie de choix. Un commentaire également sur alors je le lis tel quel, il n'y a pas beaucoup plus de précision sur le problème des médicaments qui assomment. Alors je ne sais pas, peut-être déjà sur ces deux points-là, Régis, si vous voulez apporter des commentaires également. Oui, je trouve que pour ce qui est du dernier point, la réponse médicamenteuse est une réponse qui, si elle est nécessaire, s'avère être très insuffisante pour appréhender ce que vieillir veut dire et la souffrance qui peut être associée au vieillissement. J'ajoute, et je profite peut-être pour ne pas répondre à cette question, mais d'ajouter quelque chose qui m'apparaît important en t'écoutant et en écoutant les questions qui sont posées. Vous voyez, je trouve, pour être dans cette ambiance très hospitalière et très sanitaire, que je déplore que, mais c'est vrai aussi au plan social, me semble-t-il, je déplore que dans notre société, les temps ne se croisent plus. Le temps de la personne âgée, c'est un temps qui prend son temps. Une personne âgée, avant de considérer que c'est une personne qui a des pertes,
cognitive ou je ne sais trop quoi, est tout simplement une personne, et ceci est démontré par des études, qui met plus longtemps pour comprendre, mais qui comprend tout. Et qui peut répondre de façon très claire si on lui laisse le temps d'intégrer, puis de formuler sa réponse. Je suis très surpris lorsque, par exemple, je passe dans les services d'urgence de voir comment on n'attend pas la réponse des personnes. Mais c'est vrai aussi dans les EHPAD, quand on discute avec les personnes, et qu'une société où les temps ne se croisent plus comme ça, les temps des soignants, par exemple, les temps des accompagnants ne croisent plus les temps des personnes, c'est quelque chose qui est un peu schizophrénique. Comment vous pouvez vivre comme on ne pouvait plus communiquer, en quelque sorte. Donc, je crois, voilà, qu'on génère, et on l'a montré dans certains travaux, on génère ainsi, petit à petit, sans que personne n'en ait vraiment conscience et que personne n'en soit réellement coupable, on génère un sentiment que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui du sentiment d'indignité, voire des épisodes dépressifs. Un de nos collègues psychiatres spécialistes de la personne âgée nous disait qu'il y a environ 40% des personnes âgées qui sont institutionnalisées dans des EHPAD qui présentent des signes patents de dépression. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. La France a une spécificité, nos collègues démographes doivent le savoir mieux que moi, mais elle détient le record des suicides des personnes âgées. Et que quand on analyse les chiffres de l'Observatoire des suicides et qu'on regarde le suicide des personnes âgées, on est surpris de voir que les personnes âgées se suicident beaucoup autour des décisions qui concernent leur institutionnalisation ou leur admission dans des établissements où majoritairement elles n'ont pas trop envie d'aller. Il y a donc la preuve, au travers de ces données, de ces chiffres, que probablement nos politiques d'accompagnement du vieillissement ont oublié leur objet, si je peux dire des choses comme ça, c'est-à-dire des personnes. Et je pense que la médicalisation, pour revenir à une question qui a été posée, est un pis-aller quand on veut s'adresser à la question, et c'est un médecin qui parle, c'est un pis-aller quand on veut s'adresser à la problématique, pas au problème, à la problématique du vieillissement. Alors, il y a d'autres questions et d'autres commentaires. Alors, sur la question des personnes atteintes de troubles cognitifs, je vous lis ce commentaire qui se termine par une question également. Alors, effectivement, les neurologues indiquent souvent et parfois aux personnes atteintes de sécuriser le parcours en brusquant les familles. Qui sait ce qui se passe dans une tête de personne atteinte neurologiquement ou dite démente? Un médecin coordonnateur d'EHPAD m'indiquait ainsi récemment qu'au regard de son expérience longue en EHPAD, elle souffre moralement, silencieusement. La liberté, oui, mais elles se perdent. Et quel est le sens pour une personne atteinte neurologiquement? Oui, ce sont des vraies questions, hein, mais précisément, je partage les questions qui sont posées et je me dis que ce qui est sain, c'est de se questionner. Ce qui est dramatique, c'est quand on ne se questionne plus. C'est quand on ne doute plus. Lorsque la médecine, par exemple, est sûre d'elle. Quand j'entends dire que ce n'est pas la peine d'expliquer quoi que ce soit à des personnes atteintes de troubles cognitifs parce qu'elles ne comprennent pas, je trouve que c'est faire preuve d'une étrange assurance. Que sait-on finalement de ce qu'éprouvent les personnes, puisqu'elles éprouvent quelque chose, ces personnes qui ont des troubles cognitifs, et d'ailleurs même on voit que, donc on parle de syndrome frontal, on voit bien qu'elles éprouvent et elles témoignent d'émotions très fortes, ces personnes. C'est un outil de communication, l'émotion. Certaines équipes commencent à travailler sur l'émotion comme un outil de la communication. J'ai eu longtemps en mémoire cette remarque que m'avait fait un étudiant doctorant d'origine malienne qui disait: je ne comprends pas qu'en France vous regardiez des personnes, vous disiez des personnes qui ont des maladies de type Alzheimer qu'elles ne comprennent rien, puisque chez nous, nous disons que nous ne les comprenons pas. C'est assez intéressant de voir cette humilité qu'il y a dans ce propos et qui m'apparaît très juste. Nous ne les comprenons pas et ça veut dire que ça induit une action. Ça, quand on ne comprend pas, c'est qu'on cherche, c'est qu'on interroge, c'est qu'on suit les personnes. Et c'est autre chose que de considérer qu'elles ne comprennent rien, puisque finalement on répond à cela par des techniques qui sont des techniques de contention, qu'elles soient directes ou indirectes. Alors, la réponse n'est pas simple à ces questions. Je ne voudrais surtout culpabiliser personne parce que c'est pas de cette manière-là qu'on fera avancer les choses. C'est de pointer cette réalité-là, de l'interroger et de se servir de la recherche pour faire changer le regard, d'une part, et peut-être penser l'environnement de ces personnes pour leur donner ou leur redonner un espace vital.
Alors, je vais vous poser 3 questions d'un coup, attention. Une première question qui concerne l'accompagnement psychologique, donc qui est formulée de la manière suivante. L'accompagnement psychologique n'est-il pas considéré comme peu utile, presque à tous les âges de la vie, à l'hôpital, et donc encore moins en fin de vie? C'était donc une première question. Une deuxième, on développe beaucoup actuellement des dispositifs dits inclusifs, notamment pour des personnes âgées et ou atteintes de troubles cognitifs. L'accompagnement en fin de vie occupe-t-il une place particulière dans ces projets et est-ce qu'il existe des recherches-actions donc, à ce sujet? Et enfin, une troisième question sur la recherche également. Monsieur Aubry, avez-vous le sentiment que la recherche avance, notamment que les questions autour des polymalades et des troubles cognitifs, enfin bref, que la recherche avance suffisamment vite par rapport aux défis qui nous font face d'un point de vue sociétal? Donc, une question sur l'accompagnement psychologique et 2 questions sur les projets inclusifs et sur l'avancement de la recherche. Alors, je ne sais pas, mais tout le monde pourrait répondre à ces questions, mais je vais vous donner mon opinion sur la question de l'accompagnement de la fin de la vie, et particulièrement de l'accompagnement de la fin de la vie des personnes âgées, et particulièrement des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Je pense que je parlerais plus d'accompagnement que d'accompagnement psychologique. Parce qu'en réalité, la problématique qui se pose chez les personnes âgées, c'est d'éviter l'isolement de la personne âgée. Si ce n'est l'abandon, qui est encore quelque chose de plus actif. Il y a un devoir d'humanité, me semble-t-il, à assurer, quelle qu'en soit la forme, l'accompagnement de ces personnes, de ne pas les laisser seules, d'être proches, d'être à l'écoute, parce que quand vous interrogez des personnes âgées à la fin de leur vie et que vous leur demandez ce qu'elles veulent surtout qu'on leur foute la paix. Ce qui ne veut pas dire qu'elles veulent qu'on les abandonne. Elles veulent une présence qui peut être qui doit être accompagnante et ce n'est pas simple à trouver. Donc il y a là, pour moi, un véritable chantier. Pierre Boulin en parlera probablement tout à l'heure en parlant des soins palliatifs, parce que je pense que, étonnamment, les soins palliatifs ont investi assez peu ces questions-là, alors que c'est une question qui m'apparaît être assez centrale. Sur les 2 autres questions, peut-être pour ne faire qu'une réponse et pour laisser la place à Pierre, justement, dans son propos, je pense que la recherche, et c'est peut-être une des raisons même de l'existence et de l'ILVV et de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, la recherche ne peut démarrer ou ne peut exister que dès lors qu'il y a une conscience collective et une conscience des chercheurs des problématiques. Et il n'y a pas si longtemps que cela, me semble-t-il, que nous avons pris conscience, et encore, je me demande si la conscience est réellement partagée, des questions que nous soulevons dans ce colloque, des questions de la réalité de la souffrance existentielle corrélée à la fin de la vie de certaines personnes âgées, et que le besoin de recherche émerge, alors depuis quelques années, émerge comme nécessaire pour apporter un éclairage dans le débat public, dans des réponses qui peuvent être dans le champ de la médecine, mais dans le champ de comment l'environnement peut s'adapter à la perte de l'indépendance et de l'autonomie, comment la question du sens de la fin de la vie qui est de plus en plus longue et qui est donc potentiellement une partie de vie qui doit être investie, comment nos sociétés peuvent contribuer ou pas à ce que cette partie de la vie fasse sens, soit éprouvée comme sensée par les personnes. Bon, je suis en train de vous lister des questions qui, à mon avis, interpellent non pas le chercheur, mais les chercheurs. Nous sommes convaincus à la plateforme et à l'Institut de la longévité et du vieillissement que seules des approches très interprofessionnelles, transdisciplinaires, permettent d'appréhender ces questions et pourront, si on investit dans cette recherche, si, par exemple, le ministère de la Recherche, qui nous soutient dans ces questions-là, pousse pour que la recherche se développe d'une façon très très forte, l'avenir de nos sociétés est probablement, et l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties passe probablement par un investissement fort de la recherche dans ces questions. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression que l'existence même de ce premier colloque témoigne d'une conscience qui est en train de se développer, qui va aboutir, à mon avis, à des développements
recherche intéressante. J'essaie d'être optimiste.